Je vais vous présenter Natacha Henry. Elle est consultante internationale auprès du Conseil de l'Europe et directrice de projet pour Psytel.eu. Ses domaines d'intervention, les violences conjugales ou violences entre ex ou partenaires intimes et le harcèlement sexuel. Natacha Henry est historienne, diplômée de Paris 4 et de la London School of Economics. Elle est également autrice d'une douzaine de livres, dont Frapper n'est pas aimé, Enquête sur les violences conjugales en France, chez les éditions de Noël en 2010. Son site est natachahenry.com. Je lui laisse la parole. À vous, chère Natacha. Merci, Aurore. Bonjour à toutes et à tous. Merci au mouvement pour l'égalité entre les femmes et les hommes et à Amazon, qui sont nos partenaires dans un projet européen sur la prévention et la mesure de la dangerosité dans ces situations de violence. Donc je représente avec joie la structure française qui participe à ce projet et qui s'appelle Psytel, qui est un site psytel.eu. Alors, j'avais assez envie de faire le point sur nos travaux depuis 20 ans, en fait. Moi, ça fait 30 ans cette année que je m'occupe de ces situations de violences faites aux femmes, agissements sexistes et violences par partenaires et ex-partenaires. Donc, je trouve que finalement, cette expérience mérite d'être relatée. Et je voudrais m'excuser auprès des gens qui étaient au colloque ici en novembre sur les féminicides, parce qu'il y a des choses que vous avez déjà entendues, pardon, donc ce n'est qu'une peut-être répétition, mais enfin, ça me donne l'occasion de... Ça vaut la peine parce que c'était vraiment... Merci, c'est sympa. Merci Dominique. Je me souviens des deux couvertures de Paris Match, notamment. Tu t'en souviens, ça arrive. Voilà, spoiler alerte. Comme plein de réponses à ce colloque féminicide. Oh, c'était Merci magnifique. Dominique. Bon, écoute, alors je vais essayer de faire aussi bien, parce que visiblement, c'était pas mal. Merci. Mais, madame. Bon, alors, voilà, le sujet est là. J'ai noté, ainsi que certainement vous toutes ici, que les mouvements féministes sont toujours en avance, ont une longueur d'avance sur ce qui se passe politiquement et ce qui se passe dans la société et ce qui se passe dans les médias. Et donc, c'est ce recul-là dont je peux vous faire profiter aujourd'hui. Quand j'ai commencé un travail pour ce livre « Frapper n'est pas aimé » qui est paru en 2010, je me suis rendu compte par mes interviews de femmes qui dirigeaient des structures d'hébergement, etc. en France, que très tôt, les féministes avaient évidemment compris qu'il fallait mettre la victime au centre du processus. Et donc Viviane Monnier, qui a dirigé longtemps cette structure d'accueil d'hébergement, accueil de jour et hébergement pour des femmes en situation de violence, m'avait carrément dit dans les années 70, c'était pratique, on débarquait avec la camionnette, on embarquait les 3 valises de la dame et ciao, on partait et tant pis pour le monsieur. Alors c'était à l'arrache, mais c'était efficace. Je rappelle que l'objectif de ces structures féministes est de sauver des vies, puisque c'est le sujet aujourd'hui, et que donc j'en profite pour leur rendre hommage à ce niveau-là. En 1978, vous voyez, on est quand même en train de fabriquer l'histoire. C'est-à-dire que si un jour je regarde la vidéo que monsieur est en train de filmer de ce colloque aujourd'hui, si dans 20 ans vous regardez cette vidéo, les temps auront changé, les lois auront évolué, et j'espère la société avec. Donc on est dans l'histoire en fonctionnement, en marche, et en 1978, on crée le premier refuge pour ce qu'on disait à l'époque, comme on disait à l'époque, des femmes battues, quoi, des femmes victimes de violences. C'était en banlieue parisienne, il existe toujours. Et puis, bon, je vais très vite, en 1990, on a fondé en France la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui existe encore aujourd'hui et qui, à ce jour, regroupe environ 80 associations spécialisées dans l'aide, la protection, la prise en charge des femmes victimes de violences par partenaires ou ex-partenaires, et leurs enfants. Évidemment, Josiane a bien rappelé que les enfants sont absolument à égalité avec les femmes dans ces situations maintenant, ce qui est aussi un phénomène qu'on a compris un peu récemment. Alors, l'histoire en France, elle commence de façon spectaculaire pour les mentalités publiques, disons, pour les pouvoirs publics, pour les journalistes, etc.
quel ne fut pas le choc d'apprendre que Bertrand Cantat, qui était la grosse star du rock'n'roll français avec son groupe Noir Désir, avait assassiné sa compagne, la grande actrice Marie Trintignant, que tout le monde connaissait pour sa carrière à elle et parce qu'elle est la fille d'acteurs et d'actrices français très connus. Vous voyez cet objet historique qui date d'il y a exactement 20 ans et qui sont ces deux couvertures successives du magazine Paris Match. Comment, à l'époque, on traitait ces questions qu'on appelle maintenant féminicides. Marie Trintignant était donc victime de la passion, c'était un amour fou, c'est formidable, et ça a valu à une copine d'entendre de la part d'une collègue à l'époque, je me souviens très très bien, cette collègue lui dire « Tu te rends compte, Marie Trintignant, comme elle a eu de la chance, comme il l'aimait ». Sous-entendu, moi, je m'ennuie grave dans mon couple. Là, elle, au moins, il y avait de la passion. Bon, et donc c'est épouvantable. Le message était épouvantable. Et puis, la situation était aussi couverte dans les médias parce que j'ai appelé l'immunité amoureuse, c'est-à-dire, puisqu'il m'aime, il a le droit de me faire toutes ces misères. Et les journalistes, les médias s'en sont donnés à cœur joie de ces commentaires ô combien romantiques et ô combien romanesques d'ailleurs. Je pense que là, nous avions des romanciers en souffrance qui se livraient à des expériences poétiques pour dire des choses de façon complètement dingue quand on connaît la réalité de ces situations, en fait. Donc, on avait quantité de drames de la rupture, d'amoureux et conduits, des expressions complètement archaïques du genre... parce que dans la vraie vie, tu dis pas, en fait... Tiens, la semaine dernière, j'ai vu ton amoureux est conduit dans la rue. Tu dis pas, tiens, j'ai vu machin, dis donc, il a été conduit par truc. Jamais. Donc, en fait, c'était des expressions encore plus datées que la réalité du vocabulaire des gens normaux, quoi. On s'est demandé pourquoi. Et on va avoir une réponse calme qui est que, ils n'étaient pas formés dans les écoles de journalistes. On a mis... Je sais parce que j'ai donné des cours là-dessus avec Christelle Tarot il y a des années dans des écoles de journalistes, de former les gens de la presse à plus raconter des conneries romantiques, quoi. C'était très compliqué. D'ailleurs, à l'époque, nous n'avons eu accès qu'à une seule école de journalistes. Les autres étaient en liberté d'expression à fond, etc. C'était vraiment très, très compliqué. Donc, on avait des titres comme ça complètement dingues qui, dans la même phrase, disaient deux choses qui n'allaient pas ensemble. Vous voyez, amoureux d'une prostituée, il la tue pour ne plus la quitter. Donc, tu lis ça, tu deviens dingue, en fait, parce que ça ne marche pas dans l'histoire. Et donc, il y avait du crime passionnel à tous les étages. Vous savez, c'est la France s'est construite sur ces critères-là, n'est-ce pas? Et puis, finalement, eh bien, les féministes faisant un travail acharné quotidiennement auprès de tout le monde qui voulait bien les écouter. Et puis les journalistes venant un peu quand même à se renouveler, à être plus jeunes, plus des femmes, plus des féministes, etc. On a fini par faire comprendre à tout le monde que le crime passionnel, ça n'existe pas, c'est du crime possessionnel, comme a dit l'une d'entre elles. Enfin, et donc maintenant, on emploie le mot féminicide. Donc, je vais aborder maintenant ce qu'on a gagné. En fait, finalement, c'est une meilleure compréhension de ces sujets. Depuis 20 ans, d'abord, on a bien vu que quand même, c'est surtout les femmes. Alors, vous avez toujours quelqu'un qui dit oui, mais les hommes aussi. Bon, d'accord, c'est vrai, mais statistiquement, c'est plutôt les femmes. On a pris conscience de l'ampleur de la situation. En 2020, en 2000, en France, il y a eu l'enquête ANVEF qui a compté, qui a interrogé, etc. Puis finalement, tout le monde s'est rendu compte que c'est ta sœur, ta cousine, ta voisine, tout le monde, évidemment. Et puis alors, plus vous êtes féministe et plus on sait que vous travaillez sur ces questions-là, plus vous avez des révélations de ma cousine, ma belle-sœur, si tu savais, ma collègue, etc. Voilà, donc l'ampleur est absolument colossale, et ça, je pense que maintenant, c'est bien clair. Nous avons aussi compris, finalement, depuis quelques années, que c'est pas parce que t'en as marre que tu t'en vas, c'est pas parce qu'il est méchant que tu prends ta valise, c'est plus compliqué que ça. On a compris pourquoi elle reste, pas parce qu'elle l'aime, mais parce que c'est hyper compliqué de partir, parce que si t'as pas rencontré Josiane, t'es un peu coincé dans la vie. Et d'autres ici, tout le monde ici, Josiane est un modèle, mais évidemment beaucoup d'autres ici. On a compris aussi que c'était dans tous les milieux. Ça, c'était pas simple, parce que moi, quand j'ai fait le bouquin « Frapper n'est pas aimer », alors j'ai bien vu que les femmes des milieux pauvres, elles avaient accès à des réseaux, elles pouvaient aller à la mairie, elles pouvaient aller voir des assistantes sociales de secteur, elles pouvaient, etc. Mais alors les bourgeoises, elles ne connaissaient même pas du tout le premier pas pour s'en sortir. Donc j'ai été faire des enquêtes dans les commissariats des quartiers chics à Paris. Ils en avaient plein, voilà. Donc c'est dans tous les milieux.
On s'est rendu compte aussi que les violences, ce n'est pas seulement que des coups et des blessures, comme Josiane l'a raconté. Et puis, bon, que ce conjugal, c'était un peu restrictif, puisque évidemment, la loi recouvre les partenaires de... Nous, en France, on a le Pacs, les ex-Pacs, les divorcés, les pas divorcés, les coups d'un soir, les coups de 24 heures, etc. etc. Nous avons aussi établi, grâce à des spécialistes du monde entier, qu'il y avait des mécanismes qui s'installaient. Josiane a rappelé l'histoire de la lune de miel, donc je ne vais pas recommencer. Et puis, la structure pour laquelle je travaille, Psytel, a calculé combien ça coûtait, puisque les pouvoirs publics tardaient à nous écouter. On s'est dit, bon, on va leur dire que c'est vachement cher, en fait, de ne pas faire de la prévention. Hein. Donc, le gars, il agresse son épouse. Il y a 3 gosses à la maison. Ils sont au fin fond d'un village. Donc, ambulance, les secours, la police, les gosses placés, les hôpitaux, combien ça coûte? Le mec, je me souviens d'une histoire récente, il disparaît dans la forêt. Tu sais combien ça coûte d'aller mettre des hélicoptères, des chiens, etc. Ça coûte très, très cher, en fait. Donc, vaudrait mieux faire de la prévention avant. Voilà. On s'est aussi appuyé sur des témoignages de stars, ce qui est un peu la loi générale. Vous voyez notamment maintenant en question de pédocriminalité. On a des cas sans fin d'agression sexuelle dans le cinéma français qui sortent maintenant parce que les actrices racontent. On a eu la même chose pour les violences conjugales et ex-conjugales. Voilà, des filles qui sont sorties de l'ombre. Je dois dire que Lio, pour la Belgique et donc aussi pour la France, c'est un cas exceptionnel parce qu'elle a parlé avant tout le monde. Elle était la copine de Marie Trintignant. Elle a eu un courage fou. Et à l'époque, elle était un peu seule. Et puis d'autres s'y sont mises. Mais vous voyez, c'est des femmes de la culture populaire. C'est des gens que tout le monde connaît. Des gens qui sont dans les émissions en prime time et tout ça. Donc ça, c'est vachement bien. C'est-à-dire qu'on peut compter sur une identification. Ah, waouh, ça lui arrivait aussi. Ah, bah, dis donc moi aussi, je vais en parler, quoi. Et puis, pour les États-Unis, j'aime beaucoup l'exemple de Tina Turner parce que vous ne pouvez pas savoir le nombre d'hommages de ces femmes anciennes victimes de violences qui se sont mis à pleuvoir au décès de Tina Turner, que s'il n'y avait pas eu le modèle de Tina Turner, j'y serais encore, quoi. Tina Turner, elle s'est barrée un soir avec sa brosse à dents, elle s'est pointée à un hôtel du coin. Et elle a dit, je sais pas où aller, j'ai rien, je suis complètement machin. Elle n'était pas connue. Et le gars, il a dit, vas-y, tu peux dormir ici. Ça lui a sauvé la vie. Donc, c'est vraiment très intéressant, ces situations-là. Si tu es dans une situation comme ça, il y a quand même quelqu'un, à un moment, quelque part, qui va dire, viens, je vais t'aider. Et ça, c'est la clé de tout. Des structures féministes, le gars à l'hôtel, la voisine, etc. Donc, c'est très important. Nous avons eu aussi en France le cas de Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage avait décidé que c'était lui ou c'était moi, donc c'était plutôt moi qui allais survivre et pas lui. C'est très, très compliqué dans ces cas-là de faire état de légitime défense. La loi est extrêmement précise. C'est pas du tout si simple que ça. J'en ai marre, je te tue. C'est pas si simple. Mais elle a été un cas emblématique et son rôle a été joué à la télévision par Muriel Robin qui a endossé l'histoire, quoi, vraiment. Donc on se marre moins avec ça maintenant que quand on a commencé, nous, enfin à l'époque, si j'ai fait le livre, il y avait toujours ces théories que si elle reste, c'est qu'elle aime ça, enfin, etc. Le soi-disant masochisme féminin. Bon, maintenant, on est quand même passé à autre chose. Ce qui nous aide beaucoup aussi, c'est de compter. Quand j'ai fait ce livre, c'est une bonne référence, ce livre, parce que c'est 2010, donc il n'y a vraiment pas très très longtemps quand même. Il n'y avait pas ça, on ne comptait pas comme ça. Donc, il fallait que tu ailles sur Internet pour trouver des cas. Il y avait, alors je faisais genre drame de la passion Montpellier. Il y en avait 3 qui sortaient dans la presse locale. J'avais plein d'exemples qui tombaient comme ça, etc. Maintenant, il y a des structures féministes qui ont dit, OK, on va compter, on va leur montrer, parce que les chiffres, ça marche quand même pour les pouvoirs publics. Donc, en France, on a ce collectif Féminicide qui compte, féminicide.fr. Donc, en 2023, ils ont établi qu'il y avait 103 morts de femmes. Et puis, j'ai arrêté mon comptage le 14 février, malheureusement. On n'en est plus à 19, je crois qu'on en est à 22 déjà, en France. Là, j'ai fait ma diapo le 14 février, tu vois. Mais, du coup, maintenant qu'on est le 22, il y en a encore 3 ou 4 de plus. On en est à 22, oui. C'est vachement utile, malheureusement, d'avoir ce comptage. Donc, cette histoire a été donc de plus en plus rendue visible. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une poignée de féministes qui savaient tout, qui en avaient marre, et tout le monde rigolait bien. Maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui savent tout, et il n'y a plus personne qui rigole. Donc ça, c'est vraiment un progrès extraordinaire depuis 20 ans, et c'est grâce à des gens qui font un travail acharné tous les jours, que personne ne leur a demandé, de montrer au grand public et au pouvoir public de quoi on parle, en fait.
Bon, vous savez que le 25 novembre, il y a des occasions comme ça où on peut faire un peu plus dans la presse, un peu plus de flyers, un peu plus de choses. La production audiovisuelle s'en est chargée aussi. Il y a quantité de fiction maintenant qui parle de ça, des séries à la télé, des films et tout ça. On organise des marches blanches quand une femme a été tuée dans un quartier ou quoi. Parfois les voisins, la municipalité, pour la visibilité, pour occuper l'espace, pour prendre la rue. Et puis, il y a ce fameux slogan que la honte doit changer de camp. Donc, tu peux croire ce que tu veux, c'est pas sur madame qui a la honte, c'est toi qui fais tous ces actes. Malheureusement, on avance sûrement, mais parfois un peu lentement. De temps en temps, on a notamment en France le grand retour de Bertrand Cantat qui n'arrête pas de faire des grands retours. Là, c'était une couve des Arts Occuptibles il y a quelques années où quand même, là, vraiment, tout le monde s'est énervé parce que c'était pas possible. En plus, comme ils adorent qu'il a une gueule de beau gosse, etc., ça fait vendre, c'est vraiment affreux. Et puis, on pensait qu'on en avait fini, et puis finalement, on n'en a pas fini, puisqu'il veut sortir un album, il a fait une cagnotte en ligne, et Christelle m'a parlé des derniers chiffres, il a reçu 150 000 euros en 3 heures, c'est ça? En 3 heures, de ses soutiens, etc. Il a ouvert un resto, je ne sais plus où, à Bordeaux, où si tu veux déjeuner, il y a la queue jusqu'à là-bas, parce que tout le monde veut voir Bertrand Cantat. Donc il y a une sorte de fascination pour le bad boy, c'est très très grave, c'est très très préoccupant, moi c'est un des sujets qui m'inquiète le plus quand même dans ces sujets-là. Voilà, en face, on a les structures féministes qui interdisent les concerts, qui bloquent la propagande, enfin, et qui font des manifs, heureusement, archi présentes et sur les réseaux sociaux. On stagne aussi un peu de temps en temps. Hein. Vous voyez, par exemple, celui-là, là, dans le Val d'Oise, il était dans un contexte familial compliqué. Vous savez tous et toutes ce que c'est qu'un contexte familial compliqué. C'est pas une raison pour tuer ses 3 enfants. Donc, on a encore la presse qui est un peu brute comme ça. À leur décharge, c'est souvent les premiers mots du procureur. Donc là, il y a une sorte d'ambiguïté. C'est la faute à qui? Le procureur, les journalistes, c'est pas très clair. Tout ce petit monde navigue à vue. Et puis, je suis tombée par hasard, parce que j'étais à Dieppe ce jour-là, sur cette couve, par hasard. Hein, vous voyez, il tire 3 balles sur son rival amoureux, le retour du rival amoureux, en décembre 2023. Donc, on n'est pas complètement tranquille encore. Vigilance. Cependant, c'est un peu la fin d'un tabou. C'est un sujet qui gagne du terrain maintenant. De plus en plus, comme vous le savez, c'est ce qu'on est en train de faire encore aujourd'hui. On essaie de former un maximum de professionnels, la police, la justice, les personnels de santé, etc. Et on va quand même vers un changement de mentalité. Espérons. Donc la deuxième chose, c'est au niveau de la prévention des risques. On a entendu aussi, nouveauté depuis quelques années, les paroles des familles de victimes. C'est très important, ça, les familles de victimes, les sœurs notamment, les sœurs et parfois les parents de femmes qui ont été assassinées par leur ex-conjoint. La présidente de l'Union nationale des familles de féminicides, Sandrine Bouchet, a dénoncé ça, effectivement, qu'il faut déjà prendre en charge les femmes qui dénoncent. Que ces femmes qui dénoncent, il faut les prendre au sérieux, qu'on ne peut pas dire merci madame, rentrez à la maison, on va bien voir ce qui se passe. C'est pas comme ça, que quand une femme annonce le danger, c'est qu'elle est en danger, que quand on pose comme question, les professionnels de première ligne savent ça mieux que moi, de quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur, madame, si vous rentrez à la maison? Il y a des armes à la maison, il a menacé de s'en prendre aux enfants, il s'en est pris aux animaux domestiques. De quoi il vous a menacé, vous? C'était quoi la dernière fois? C'était quoi la fois la pire? Tout ça, là, quand elle répond à ces questions-là, il faut prendre ça très, très au sérieux. Je dois dire que ces femmes qui sont dans les associations de familles de victimes, de féminicides, elles ont quand même pas que ça à faire. Donc c'est vraiment extraordinaire qu'elles prennent la parole dans les médias, parce que c'est pas des gens qui avaient l'habitude de causer à la télé avant. C'est des gens, je vais pas le faire ici, mais qui décrivent quand même les situations post-meurtre où elles se sont retrouvées après le passage de l'enquête de police à devoir tout ranger dans l'appart où ça s'est passé. Enfin, vous voyez, donc c'est des gens très très importants dans le processus de notre compréhension publique. Bon, alors évidemment, il y a eu des gros ratages. Il y a toujours des gros ratages de la part des pouvoirs publics. Et donc, on a des annonces régulièrement. En 2021, le gouvernement français a donc annoncé plus de téléphones grave danger. Ça marche d'ailleurs, par-ci par-là, ça marche. Plus de bracelets anti-rapprochement, contrôle des acquisitions et détention des armes, mais ça ne concerne que les armes à feu, donc les gars qui chassent, en fait. Et toutes les armes blanches ne sont pas là-dedans, donc ça vaut ce que ça vaut. On a parlé de la création d'un fichier.
On a parlé d'un meilleur maillage des professionnels au niveau local et on a parlé d'un renforcement de la mission interministérielle. Je pense que là, on va attendre un peu que tout ça ait fait ses preuves. Et puis, alors, comme on est dans l'histoire en marche, j'aime bien cette expression. Il y a des trucs qui s'essayent, qui se tentent par-ci, par-là. J'ai trouvé, là, par exemple, aux États-Unis, qu'on se pose la question. Vous savez que le port d'armes aux États-Unis, c'est un vaste sujet et que nous, ici, nous ne comprenons toujours pas pourquoi ils résistent encore et toujours à arrêter une fois pour toutes cette monstruosité. Mais enfin, quand même, les féministes américaines ont bien compris que plus t'es armée, eh ben, plus que madame, elle a des risques quand même. Hein. Donc, il y a des stats maintenant. Les femmes qui vivent avec un auteur de violence qui possède une arme ont 5 fois plus de risques d'être assassinées. CQFD, évidemment. Et puis, bon, cette présence des armes à feu aux États-Unis. Donc, c'est très intéressant, c'est que la Cour suprême américaine doit décider si oui ou non les auteurs avérés de violences conjugales ont le droit de garder leur arme à feu. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler parce que ça ne va pas être réglé tout de suite. Et puis, bon, il y a des outils, j'en profite pour faire de la pub pour le travail qu'on a fait ici sur le MOOC que Claire va vous présenter tout à l'heure, qui est presque achevé et qui est donc prévenir le risque de féminicide.eu qui vous donnera plein d'outils, mais Claire va en parler mieux que moi tout à l'heure. On a aussi pris en considération ce qui se passe après le féminicide. C'est aussi un progrès, ça, depuis 20 ans. C'est qu'avant, il y avait un drame de la passion, monsieur tuait madame, de toute façon, c'est vrai qu'elle était casse-pied, c'est vrai qu'elle n'était pas fiable, c'est vrai qu'elle était alcoolique, c'est vrai qu'il n'était pas content dans son boulot, qu'il était fatigué, que machin, etc. Il y avait plein de justifications du côté de l'agresseur. On ne la voyait pas vraiment, elle. D'ailleurs, elle n'a pas existé longtemps, la victime, dans cette histoire. Elle n'avait même pas de nom, de prénom, de profil. On ne savait rien, en fait. Il n'y avait que des drames de la passion dans tous les sens. Et, dans les années 80, il y a un philosophe français, Louis Althusser, qui a tué sa femme à rue d'Ulm, à l'école normale supérieure. Il y avait un gars pendant des années qui a écrit des articles sur elle, mais tout le monde s'en fichait royal. Maintenant, elle émerge. Maintenant, cette femme-là, elle va avoir son livre. Il y a eu des articles, il y a des émissions de radio, mais on a passé 40 ans à sans savoir qui. Mais personne ne savait qui elle était, quoi. Alors qu'elle a une sacrée histoire. Bon. Donc après le féminicide, il faut s'occuper de certaines choses. Il faut d'abord voir qu'il n'y a pas que madame qui a été assassinée. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle, et je n'aime pas du tout cette expression, j'aimerais bien avoir une meilleure expression si quelqu'un a une idée, les morts collatérales. Combien d'enfants sont assassinés chaque année avec leur mère? Celui-là, là, l'autre jour, dans l'Oise, il a tué les 3 enfants. Il y en a en permanence, des enfants tués. Alors, j'ai regardé les chiffres, ça change beaucoup d'année en année, donc je ne peux pas vraiment les dire, parce que des fois c'est 10, des fois c'est 50, des fois c'est moins, des fois c'est plus. Mais enfin, en tout cas, Josiane a bien rappelé que les enfants sont directement victimes des violences conjugales ou ex-conjugales. Eh bien oui, jusqu'à faire partie des nombres de tués par leur père ou beau-père, ou ex-beau-père. Il y a aussi le nouveau conjoint, souvent, qui est là, dans la maison, quand ça arrive, qui est donc victime de ce meurtrier. Il y a parfois la copine chez qui elle s'est réfugiée. Il y a parfois les forces de l'ordre, des gendarmes qui sont venus en intervention, appelés par les voisins, des gens comme ça, les pompiers. Une fois, il y avait 2 pompiers. Les gens autour, quoi. Les gens autour. Donc ça à mon avis, ça triple le nombre de morts annuels, franchement. Je pense que ça triple le nombre de morts annuels. Sans compter que il y a toutes les femmes qui se suicident dans un contexte de violence conjugale. J'en profite pour signaler que nous avons fait un MOOC avec les mêmes camarades qui nous accueillent aujourd'hui, suicideforcé.eu. C'est gratuit, c'est 24 heures sur 24, c'est quand vous voulez, vous pouvez suivre ce MOOC. Il y a des interviews d'expertes et d'experts. C'est un des travaux dont nous sommes le plus fiers, donc vous pouvez noter. Et c'est un concept à intégrer au féminicide de façon systématique, c'est-à-dire que là encore, on estime peut-être à 300 femmes par an en France qui vont se suicider dans un contexte de violence psychologique aggravée. Je ne suis pas sûre que violence psychologique soit vraiment le mot, parce que je trouve qu'il est un peu faible par rapport à ce qui se passe là, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, poussé à bout par cette situation. Vous verrez, si vous regardez notre MOOC, qu'il y a des façons maintenant de faire des enquêtes, autopsie psychologique, post-mortem, etc.
Nous avons aussi, dans la fabrication de l'histoire contemporaine actuelle, la grande remise en question des liens entre l'enfant et leur père. Parce que jusqu'à présent, non seulement il était un bon père, même s'il était un mari violent, il était quand même un bon père, même s'il était un mari assassin. Hein. Donc là, il a fallu quand même les calmer tous, parce que ça va pas marcher comme ça, en fait. Et donc, en novembre 2023, l'Assemblée nationale, en France, a voté le retrait de l'autorité parentale dans certaines condamnations, dont pédocriminalité et, enfin, inceste, pédocriminalité intrafamiliale et meurtre sur conjoint. Comme ils sont pleins de ressources, et c'est un point qui m'inquiète principalement dans ces questions de violence conjugale ou ex-conjugale, c'est que en fait, les gars, ils adorent les procédures. Ils sont, pour certains, des grands spécialistes du droit, de la législation, et leur avocat, c'est la personne qu'ils appellent le plus souvent. Donc, j'ai trouvé cet exemple de Marc Cécilion, qui était un international de rugby en France, qui avait tué sa femme, Chantal Cécilion, il y a 20 ans. Il a été libéré. Donc, avec elle, il avait 2 filles. Et puis, 3 ans après sa libération, il les a collées en justice, les 2 filles, parce qu'il a jugé qu'elles avaient mal géré l'héritage de leur maman, qui était aussi son épouse, et puis que selon la loi, il avait droit à une part de cet héritage, et il a trouvé qu'elles avaient mal géré. Ce qui montre un peu le degré de... Je ne sais pas ce que c'est, de glaciation, non, quelque chose comme ça, de froideur, de cynisme, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, en tout cas, leur amour fou pour les procédures juridiques et pour leur idée qu'ils sont vraiment dans leur bon droit. Et ça, c'est la chose qui m'inquiète le plus. C'est la chose, à mon avis, d'ailleurs je crois que c'est ma conclusion, donc c'est super, je suis cohérente, c'est qu'en fait, les gars, ils croient qu'ils ont raison. Et ça, c'est vraiment très, très embêtant. Heureusement que depuis 20 ans, peut-être plus, peut-être même 40, hein, parce que les féministes étaient là quand j'étais encore au collège, mais peut-être que depuis les 20 ans où moi je regarde ça de plus près, très très près des associations féministes, près de Caroline Vareille qui vous parlera tout à l'heure, qui est aux urgences de l'hôpital Cochin sur ces questions-là, etc. Peut-être que il y a quand même malgré tous les progrès, il y a cette espèce de continent noir qui est que ils aiment ce qu'ils font pour certains, ils savent qu'ils le font bien pour certains, ils savent qu'ils peuvent jouer la justice et ils savent, de nos jours, peut-être encore plus qu'avant, qu'ils sont portés et soutenus par des valeurs masculinistes qui justifient leurs actes. Et ça, il va falloir regarder ça en face parce que de tout milieu et de tout bord et de toutes sortes, on est quand même envahi par la puissance de ces réseaux masculinistes qui disent à ces violents, conjugaux, ex-conjugaux et autres violents dans d'autres circonstances de travail, de vie quotidienne, dans la rue, où tu veux, t'as raison mon pote, il faut absolument traiter une femme comme ça, même si c'est la tienne, surtout si c'est la tienne. Et donc ça, c'est très très préoccupant. Ils ont le goût des procédures, comme je l'ai dit, et ils ont aussi la tactique de manipuler l'entourage, alors moins quand maintenant on est un peu éclairé, etc. Mais je voudrais conclure juste sur le rôle des grands-parents, parfois les oncles et tantes, mais souvent les grands-parents. C'est-à-dire que c'est Sandrine Boucher, la présidente de l'Union des familles de féminicide, de victimes de féminicide, qui m'a raconté ça. Elle avait obtenu, à la mort de sa sœur, elle avait obtenu par la loi la garde de sa nièce, hein, la petite nièce de 3 ans. Heureusement, la justice a compris que cette petite fille... c'était bien qu'elle aille vivre chez sa tante, quoi. Donc, ils avaient raison, parce qu'elle s'en occupait vraiment formidablement. Seulement cet enfant, le père était en prison, elle allait chez les grands-parents le week-end, parce que les grands-parents ont des droits. Et là, les grands-parents, ils sortaient l'album de photos. Regarde comme papa, il aimait maman. Ils sortaient l'album de photos de mariage. Regarde comme papa et maman, ils s'aimaient. Et à longueur de week-end, la petite, elle entendait, donc elle avait plus de 3 ans à ce moment-là, elle était un peu 6-7, elle entendait à longueur de week-end que papa, en vrai, il aimait maman. Et donc elle rentrait ensuite à la fin du week-end chez Sandrine, et elle était complètement paumée, quoi. Voilà, alors je n'ai pas l'issue de cette histoire. Elle allait essayer de faire quelque chose avec l'aide de psychologues pour prouver que cette petite fille était en danger si elle restait, en danger psychologiquement, vraiment... Parce que comment tu t'en... En plus, si j'ose dire, elle était fille unique, donc il n'y avait même pas à partager avec un frère ou une sœur, d'échanger un peu, voir des points de vue.
Voilà, donc ça, c'est aussi une situation très préoccupante en post-féminicide. C'est l'entourage familial du monsieur, en fait. Qu'est-ce qu'ils font, ces gosses-là, quand ils sont obligés d'entendre le discours des grands-parents? Voilà, donc c'est peut-être quelque chose qu'il faut réfléchir. Je n'ai pas la solution. Je comprends ce que c'est d'être des grands-parents aimants, sûrement, bien sûr, mais je pense qu'il faut soit mesure d'accompagnement protégée, quelqu'un qui fasse un peu le relais, quelqu'un qui soit présent pendant ces réunions, je ne sais pas. Voilà, donc je voulais pas terminer sur une note négative parce qu'en fait, je trouve qu'on a fait beaucoup de progrès grâce aux féministes de terrain, grâce aux féministes qui théorisent plus tout cela pour nous depuis des années, grâce au fait que les journalistes ont changé de camp, franchement. Et sinon, c'est que vraiment, ce sont des masculinistes en puissance. Donc au moins, c'est hyper clair, beaucoup plus que quand on a commencé. Où on pouvait dire, bon, c'est pas de leur faute, on leur a pas dit. Maintenant, on leur a dit, donc c'est de leur faute, en fait, s'ils continuent. Et voilà, peut-être que si vous avez des questions tout à l'heure, j'essaierai d'y répondre. Merci.